l'accessibilité en 15 secondes grâce à l'IA. C'est possible? Vous ne le savez probablement pas, mais il y a des chances pour que vous soyez en retard en matière d'accessibilité numérique. Parce que, je vais faire un rappel de la loi, tous les services numériques, vendus ou utilisés en zone euro, doivent être accessibles sous peine de sanction depuis juin 2025. Sachant ça, il y a de fortes chances que vous soyez en train de vous poser cette question, comme beaucoup d'entre nous en ce moment. Où est-ce qu'on en est de notre parc applicatif, de nos services numériques, nos sites web, nos applications mobiles, etc. Avec l'obligation légale, heureusement, on est outillé d'un outil méthodologique qui s'appelle le RG2A, référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité, dont la vocation est de permettre de mesurer la conformité à l'exigence légale. C'est une checklist de vérification. Le RG2A, c'est une grande liste de contrôle de l'accessibilité web. Vous la voyez derrière moi, il y a en tout 106 critères qui la constituent, présentés sous forme de questions, regroupées par thématique. Donc il y a une thématique pour les images, une thématique pour les liens, pour les tableaux, les éléments multimédia, etc. Donc, ces 106 critères, en plus, ils se subdivisent en 258 tests. Donc là, on commence à sentir que c'est quelque chose d'assez costaud. D'autant que ces 258 tests, ils sont à jouer par page. Par page, parce que quand on fait un audit RG2A, on prend un échantillon de pages d'un site web qui est constitué en général d'une vingtaine de pages. Donc là, on commence à sentir que ça va vraiment être quelque chose de costaud à dérouler. Et si on se projette un petit peu, on essaye de planifier pour voir le temps que ça va nous prendre. On se dit, OK, on a 258 tests à faire par page, fois 20 pages, on est déjà à plus de 5000 tests à jouer. Si on part du principe qu'un test va prendre environ 2 minutes à être joué sur notre page, on est à plus de 10 000 minutes de test. Ramené en jours ouvrés, ça fait 21 jours, soit 1 mois pour faire l'audit d'un site. Donc, on se dit assez légitimement, c'est trop long. D'autant que si vous avez un parc applicatif entier à auditer, vous multipliez ça par le nombre de sites, on se rend bien compte que ça va être assez gênant et on va trouver ça trop long. Donc la question qu'on se pose ensuite, c'est est-ce qu'on peut aller plus vite? Et c'est ce qu'on va trouver en naviguant sur Internet. Vous trouverez assez facilement des offres et des solutions qui vont vous permettre, comme on le voit là écrit, de faire un audit en 15 secondes. Je lis. Économiser 1 mois de travail et des milliers d'euros grâce à notre IA révolutionnaire. On a testé ces solutions-là pour vous. Ça se présente généralement de cette façon-là, avec un champ d'URL où on rentre le site, la page qu'on veut vérifier, un bouton, et derrière, ça va mouliner un petit temps, et afficher un rapport d'accessibilité de la page auditée, avec en vert les critères conformes, en rouge les non-conformités, et puis un taux de conformité qui est écrit tout petit, là, donc je vais vous l'agrandir. Cet outil-là a mesuré 58% de conformité sur la page qu'on lui a soumise. On n'avait pas choisi n'importe quelle page, on avait choisi une page qu'on avait récemment fait auditer par un cabinet tiers, dont on savait précisément quel était le taux de conformité, évidemment, pour comparer. Et le taux de conformité de cette page est 86%. Donc on voit bien que l'outil, là, la mesure n'est pas correcte par rapport au taux de conformité qu'on connaît. On ne s'est pas contenté d'un outil, on a la chance d'être assez bien outillé en accessibilité. Là, je vous en présente plusieurs. Sous la barre horizontale, c'est les outils qui sont polyvalents, comme Lighthouse qui fait aussi de la web perf, pas seulement de l'accessibilité, mais aussi de la web perf, ou Fruger qui fait aussi de l'éco-conception. Et au-dessus, les outils qui sont dédiés à l'accessibilité, à l'évaluation, au test de l'accessibilité. On a une patate de quelques outils historiques, je les signale parce qu'ils existent depuis 10 ou 20 ans et ils rendent des services fiables. On sait qu'on peut s'appuyer là-dessus, ça nous sert aussi de comparatif éventuellement. Et on va surtout s'intéresser, là, pour cette conférence, aux outils qui embarquent de l'IA peu ou prou. Certains en embarquent un petit peu, d'autres s'appuient complètement sur l'IA. Donc ça, c'est notre sélection d'outils à comparer. Et on va les faire travailler sur... On a choisi plusieurs sites, mais 4 sites dont on connaissait les taux de conformité. Je vous montre les résultats. Chaque série de colonnes représente les mesures de différents outils pour un site. Les 2 premiers sont sur des sites qui sont non conformes, donc assez bas niveau.
On voit déjà, sans rentrer dans le détail, vous esquintez pas les yeux à lire les petits chiffres, mais on voit déjà qu'il y a une assez grande hétérogénéité des mesures, alors qu'ils devraient tous trouver la même mesure. On en voit ceux qui caracolent en tête très fortement, c'est un outil en particulier qui a tendance à très fortement surévaluer. Et comme je vous le disais, on connaissait là, je vous montre 4 sites pour lesquels on avait eu des audits récents. On a testé très rapidement derrière pour être sur la même base de code et ne pas biaiser les tests. Donc on savait que les 2 premiers non conformes étaient respectivement, la mesure qu'on devait trouver, c'était 38 et 42, ou au moins approchant. On avait un site partiellement conforme à 86% et un site totalement conforme à 100%. On voit que les mesures ne correspondent pas à la réalité. Première chose, l'IA a tendance à surévaluer les sites qui sont non conformes et à donner des résultats qui sont trop bons et qui vont vous donner, attention, si vous fiez seulement à un outil IA, vous aurez une illusion de conformité, vous n'aurez pas la sensation qu'il y a beaucoup de choses à corriger, mais que ça ne va pas trop mal, ce n'est pas du tout la réalité. Ce que je trouve presque plus inquiétant, c'est l'IA qui sous-évalue les sites qui sont partiellement ou totalement conformes, qui ont un assez bon niveau d'accessibilité, parce que ces outils-là font aussi des suggestions de correction et vont donc vous inciter à corriger des choses qui sont correctes. Donc, grosse méfiance sur la capacité de ces outils-là à donner des résultats fiables et utiles. Et puis, je vous montre là que 4 résultats, mais on a fait plusieurs tests, et ce qu'on observait au fur et à mesure des tests, c'est que les réponses sont toujours dans la même frange, ça ne se voit pas trop à l'écran, mais en fait, les réponses ne descendent pas en dessous de 50. Comme si ces outils n'étaient pas capables de répondre autre chose que des réponses moyennes ou qui nous plaisent. Ce qu'on conclut avec cette première série de tests, c'est que non, sur le marché, on ne trouve pas d'outils à base d'IA capables de nous faire un audit complet, fiable de notre site. Et on le voit, même les approximations pour se donner une idée du taux de conformité, en fait, sont pas fiables non plus, parce qu'on voit des taux trop hauts, trop bas, etc., selon le cas. On n'a trouvé aucun outil sur le marché qui ne permet de le faire. Donc, on vous incite à vous méfier de ce type d'offre. Et notamment, si on vous annonce un taux de conformité qu'on va pouvoir vous mesurer grâce à l'IA très rapidement, etc., et qu'on ne vous donne pas la possibilité de tester la technologie, l'outil, etc. L'état du marché, alors peut-être que ça changera demain, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'issue de nos tests, il n'en existe pas. On ne va pas s'arrêter là, quand même. On va se poser la question de qu'est-ce que c'est que tester l'accessibilité ? Et finalement, est-ce que tester l'accessibilité, ça passe forcément aussi par le RG2A ? Oui. L'audit RG2A, c'est l'outil qu'on nous donne en fait pour pouvoir mesurer la conformité à l'attendu légal. Je le rappelle, hein, c'est la seule façon de mesurer la conformité telle que légalement entendue. C'est un document à valeur légale. Si vous avez des audits, gardez-les. Ça peut être utile en cas de litige. Comme c'est un document à valeur légale, il y a certaines caractéristiques à respecter. Pour être fiable, un audit doit porter sur un échantillon représentatif du service, une 20aine de pages, doit être résulté d'une évaluation humaine par un expert qui est certifié et un tiers indépendant du service ou de l'équipe qui a produit. Mais surtout, ce n'est pas la porte d'entrée d'une démarche d'accessibilité, c'est même tout l'inverse. Ça va venir conclure une démarche d'accessibilité. C'est pas, en cours de fabrication, on est censé respecter des règles d'accessibilité et l'audit vient à la fin comme un contrôle technique pour vérifier que oui, c'est bon, on a bien tout respecté. Et on a un besoin, en cours de vérification, de tester et vérifier ce qu'on fait. On ne va pas attendre l'audit, on va avoir besoin de tester en cours de route. Donc je vais revenir à des fondamentaux, c'est quoi tester ? Je prends un exemple très simple. On met des liens et des boutons sur nos interfaces. Et quand on met des liens et des boutons, comment on s'assure qu'ils soient effectivement fonctionnels auprès de l'utilisateur final ? C'est tellement trivial qu'on ne pense pas à le spécifier, à le documenter, tout simplement, on clique dessus. Même chose sur les interfaces tactiles. Ah, c'est censé être un doigt qui touche là. Et puis,
Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser ni la souris ni le touch, là je vous montre un exemple d'utilisateur qui a perdu la motricité fine de ses membres supérieurs, mais qui peut pas prendre la souris, la manipuler et pointer à l'écran, ni tendre le doigt pour toucher à l'écran, mais qui peut quand même utiliser sa main, on voit avec ses phalanges, pour actionner les touches du clavier. On appelle ça la navigation au clavier. Et il y a des milliers d'utilisateurs, d'internautes qui naviguent comme ça actuellement sur le web. Comment ça se teste? Très simplement aussi en appuyant sur la touche tabulation. C'est du même niveau de test, aussi simple, aussi trivial, que vous pouvez facilement vous approprier aussi. Simplement, on oublie de le faire. Comme si le RG2A était là pour nous rappeler de « Hé, n'oublie pas de faire aussi ces tests-là ». Ce faisant, en appuyant sur la touche tabulation, il y a une dizaine de critères du RG2A qu'on vient vérifier avec ce geste extrêmement simple. En vous montrant ça, je vous montre qu'il y a du gestuel, il y a du manuel dans la façon de tester l'accessibilité. Si on prend un exemple un peu plus concret pour voir ce qu'on veut dire par test au clavier, on prend une interface, donc une page d'un site web, et on va regarder avec la souris quels sont les éléments qu'on va pouvoir activer, avec lesquels on va pouvoir interagir. On fait ça rapidement sur la page et on s'aperçoit qu'on a un champ de texte sur lequel on peut cliquer pour saisir du texte, on a un bouton à côté, un bouton qui nous permet de déplier, d'afficher des choses supplémentaires, et un ensemble de liens sur le bas avec un gros lien La Fabrique et des sortes de petits tags atelier Data IA, atelier Software Engineering, etc. qui sont cliquables. On a repéré ça. Ensuite, on met la souris de côté. On prend notre clavier, on va faire tabulation, 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 et on regarde partout où on passe. Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'on ne va pas passer sur les 8 éléments qui sont cliquables, mais seulement sur 3. Donc là, on repère qu'il y a un problème d'accessibilité, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne peuvent naviguer qu'en utilisant le clavier ou un device équivalent n'accèdent pas à un certain nombre de fonctionnalités qu'il y a sur ce site et potentiellement, dans certains cas, peuvent se retrouver totalement bloqués dans leur parcours. Si on regarde un petit peu pourquoi c'est le cas dans ce cas précis, on s'aperçoit que les éléments qui ont été implémentés avec des éléments natifs HTML comme le input et le bouton qui sont prévus pour être interactifs fonctionnent bien. Le navigateur intègre directement cette navigation clavier sans qu'on ait à rajouter de code pour. Et à contrario, les éléments où on a repéré des problèmes ont été implémentés avec des divs, donc une balise qui est neutre en HTML, qui n'emporte pas d'éléments interactifs par défaut, et donc c'est un petit peu du bricolage, quoi. Ce qu'on aurait dû faire plutôt à la place, c'est utiliser, dans le cas du bouton en haut, une vraie balise button, et en bas, pour les liens, une balise A. Donc ça, c'est un des tests manuels relativement faciles qu'on peut faire et s'approprier pour déjà commencer à recéter l'accessibilité avant d'arriver sur un audit RG2A complet. Audit RG2A complet. On ne va pas vous décrire toutes les modalités de test, mais il y en a différentes et en particulier pas mal qui impliquent du manuel, de la manipulation humaine. La majorité des critères se vérifient humainement avec des tests manuels. C'est assez peu automatisable, les critères d'accessibilité. Heureusement, il y en a quelques-uns qui sont automatisables, environ un quart, qui peuvent être couverts par des outils automatiques. Et puis là, on vient de vous donner un exemple de test très simple. Appuyez la touche tabulation et tout le monde peut se l'approprier. Il y a à peu près un quart de tests manuels très simples que tout le monde peut s'approprier et qui permettent déjà de s'engager dans des vérifications d'accessibilité facilement. Ça laisse quand même une belle surface de test à l'expertise. Il y a quand même pas mal besoin d'expertise. Et en se souciant d'accessibilité, là aujourd'hui, ce qu'on est allé regarder, c'est comment l'IA pourrait nous aider là-dedans, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme part dans cette diversité de tests. Un outil qui va nous aider à répondre à cette question, c'est Axe. Axe, c'est un outil qui est bien connu dans le monde de l'accessibilité, puisqu'il existe depuis de nombreuses années. Il intègre des tests automatisés, donc là, vraiment sans IA, les fameux 25% de critères qui sont couverts. Certes que 25%, mais qui sont fiables et rapides. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui, ça on connaît déjà, ça fonctionne bien. Pour répondre à la question de est-ce que l'IA nous permet d'aller plus loin, on va s'intéresser à
ce qui a été ajouté récemment dans l'outil, qui sont les Intelligent Guided Tests, où c'est des tests guidés. Donc on va demander à l'utilisateur de faire certaines manipulations encadrées par l'outil, et on va faire intervenir l'IA à certaines étapes pour essayer de détecter des problèmes en complément. Donc, on va continuer avec notre exemple de la navigation clavier, où l'outil va dérouler une série de tabulations comme nous, on le fait si on est amené à tester, et regarde par où on est passé. Donc là, pas de surprise. Et avec ce qu'on a vu juste avant, on sait qu'on devrait passer sur les éléments des liens atelier data IA, atelier software engineering, etc. Et au moment où l'outil fait intervenir l'IA pour essayer de détecter ces problèmes, il ne se passe rien. On est déçu, il nous dit tout va bien, ok, on est passé partout où on devait passer. Donc on a rencontré un cas de faux négatif, c'est-à-dire un problème qui aurait dû être détecté et qui est passé sous les radars. Donc on continue un peu nos tests, cette fois sur un site différent, le site de la DocConf. Et sur la capture d'écran que vous voyez ici, il y a deux éléments interactifs qui sont les liens billetterie et newsletter. Et quand l'outil déroule son test, eh bien, on voit qu'on passe effectivement bien sur ces deux liens, donc il n'y a pas de problème à détecter ici. Le reste, c'est uniquement du test. Sauf que quand l'outil fait intervenir l'IA, il va nous remonter ça. Il va nous dire « Ah, ben en fait, ces éléments, j'aurais dû passer dessus. Je pense que j'aurais dû passer dessus. J'aurais dû pouvoir les activer au clavier. » Sauf que c'est juste du texte qui est entouré par une bordure, donc on pense que ça lui fait penser à un bouton, mais pas du tout. Donc là, on est à un autre cas de problème, les faux positifs, des choses qui sont détectées comme des problèmes, mais qui n'en sont pas. À l'issue de notre série de tests sur cet outil, on est plutôt mitigé. Autant l'outil est plutôt construit de manière intelligente, on pense que l'approche fondamentalement est la bonne, mais les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Et ça reste un outil qui est semi-manuel. Ça prend du temps d'un humain derrière pour le dérouler, faire ses étapes un petit peu manuellement. Et on s'est rendu compte aussi, lors de nos tests, qu'il vaut mieux avoir une bonne base en accessibilité pour les dérouler correctement. Donc ce n'était pas exactement ce qu'on recherchait. Plutôt à réserver aux experts et aux expertes. Mais en passant, on a vu aussi qu'il y avait des outils historiques, je vous les ai pointés tout à l'heure, qui sont toujours utiles en fait. L'IA ne remet pas en question ces outils historiques. Pour l'instant, ça reste toujours pertinent de les utiliser. Il y a Tanaguru, Askatasun, Wave, Axe, on peut toujours s'appuyer là-dessus. Bon, là, on avait fait un petit peu le tour des outils qui étaient disponibles sur le marché, spécialisés en accessibilité numérique, et on n'avait rien vraiment trouvé qui nous avait convaincus. Donc, on s'est posé la question des agents IA, qui, un peu comme chacun et chacune, on a pris l'habitude d'utiliser dans différents use cases au quotidien, etc. Donc, assez légitimement, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça donne pour l'accessibilité numérique? Ces agents IA, on les a testés de la manière suivante. On a commencé par faire parler notre agent IA via le protocole MCP, ou Model Context Protocol, avec un outil qui s'appelle Playwright. Playwright, c'est un outil, un framework de test front qui peut donc lancer des navigateurs, charger des pages web et interagir avec comme le ferait un utilisateur. Il peut cliquer, il peut cibler des éléments, il peut aller remplir des formulaires, etc. Et accéder à l'état de la page derrière, donc finalement tout ce dont on a besoin pour tester l'accessibilité numérique. Et les modèles qu'on a choisi de tester, c'était Gemini 3, Codex 5.3 et Claude Opus 4.6. À chaque fois, on a essayé de prendre les modèles au moment de nos tests les plus récents et les plus puissants pour essayer d'avoir tout le potentiel de l'IA à date. Et le premier test qu'on a choisi de faire est assez basique. On lui a demandé tout simplement, fais un audit RG2A du site patati patata. Et on lui a demandé de nous générer derrière un rapport un petit peu sympa pour qu'un humain puisse le consulter et le lire. Donc, on arrive face à ça, et quand on se pose la question, quand on zoome un petit peu, on va regarder les non-conformités qu'il nous a relevées. C'est pas reluisant. C'est pas reluisant parce qu'on se rend compte que les non-conformités qui ont été relevées, il y a des critères qui sont carrément faux, c'est-à-dire qu'ils nous donnent une erreur comme quoi il y a un title qui est manquant dans le document. J'ouvre le site et le document, la première chose que je vois, c'est un title. Ok,
OK, il y en a quelques-uns comme ça. On se rend compte qu'il y a un critère qui a été mal compris, c'est-à-dire qu'il a lu le RG2A et mal interprété le test qu'il fallait faire, donc la justification pour invalider le critère était complètement à côté de ce qu'il aurait fallu. Et on se rend compte aussi qu'il y a des critères qui ont été hallucinés, c'est-à-dire le RG2A c'est 106 critères, lui il a fait un audit sur 108 critères. Donc je ne sais pas d'où il en a sorti 2, mais il les a testés. La conclusion sur cet audit en un seul prompt, c'est que globalement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Bon, pour être tout à fait transparent, on s'attendait un petit peu à ce résultat parce qu'on sait que voilà, quand on demande plus on en demande en une fois à ce type d'outil, moins en général les réponses sont pertinentes. Mais voilà, on ne s'est pas arrêté là pour autant. On a continué nos tests, mais du coup, on a changé un petit peu d'approche. Puisque ça ne marche pas avec un audit complet, on va approcher en promptant critère par critère. Donc on reprend le RG2A, on part de la première thématique, je vous affiche les premiers critères de cette thématique, on ne va pas les lire dans le détail, mais je voudrais juste pointer quelques notions importantes, comme image porteuse d'information, image de décoration, et pertinence de l'alternative de l'image, dont j'attends que l'IA qui est capable de comprendre du contexte soit capable de me dire des choses intéressantes là-dessus. Pour mieux comprendre, je vous propose d'essayer, d'appliquer sur cet exemple de page web. Quand on se soucie de l'accessibilité des images, on va considérer toutes les images une à une de cette page et vérifier. Je vais commencer par la première, qui est une image à l'endroit où l'entité explique sa mission. Et la question qu'on va se poser en langage humain, ça va être, si je supprime cette image, est-ce que je perds de l'information? Il faut imaginer, je suis dans le métro, le débit est insuffisant, les images ne se chargent pas, je pense qu'on a tous vécu une expérience comme ça. Est-ce que dans ce cas de figure, je perds de l'information dans la compréhension de la page de cette partie-là? Je vais vous inviter à répondre. Sinon, si on ne perd pas d'information, c'est que l'image est décorative. Qui pense que cette image est décorative? Levez la main. Merci. Et si oui, si je perds de l'information lorsque cette image est absente, c'est qu'elle est porteuse d'information, donc elle doit avoir une alternative textuelle qui s'affiche en remplacement de l'image en cas d'absence. Qui pense qu'elle est informative? Levez la main. Merci. C'était la première réponse, c'est une image décorative, elle doit donc être ignorée, ne surtout pas avoir d'alternative et même codée de façon à ce qu'elle soit imperceptible par les utilisateurs de lecteurs d'écran par exemple. Je vais prendre un deuxième exemple dans le pied de page, c'est l'endroit typique où on affiche les logos des partenaires. Ici, c'est des certifications pour ce site-là. Même question, qui pense que cette image est décorative? Levez la main. Personne. Et qui pense qu'elle est informative? Super, vous ne tombez plus dans le piège. Image informative, elle doit avoir une alternative textuelle qui est ISO 9001-2015. Là, on vient de vous montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que les critères, comment on fait la vérification humainement sur la page. C'est ce qu'on attend. Maintenant, on va aller regarder ce qui est réellement sur ce site-là. Sur le site, du coup, on retrouve notre image, mais cette fois avec une alternative textuelle qui décrit concrètement ce qu'on voit dans cette image. Et du coup, on va décider de tester nos IA cette fois critère par critère. Donc, on pose la question bien spécifique du critère qui a trait aux images et aux alternatives textuelles pour savoir si c'est pertinent. Et évidemment, on compare à ce qui était attendu par une évaluation RG2A. Donc là, on l'a vu, avoir une alternative textuelle sur cette image qui est décorative, ce serait non conforme pour notre RG2A. Ensuite, on a notre deuxième image, où là, on a une alternative qui est ISO. Et là, il nous manque une information essentielle, qui est que c'est ISO 9001-2015. Et si vous connaissez les normes ISO, vous savez qu'il y en a un paquet. Donc, si on n'a pas cette information, il nous manque quelque chose d'essentiel pour comprendre. Donc, encore une fois, ça aurait été non conforme aux yeux du RG2A. Et donc, on challenge nos agents et on leur demande tour à tour ce qu'ils en pensent. Gemini nous dit « nickel ». Pas de problème, les alternatives, elles sont bien. ChatGPT, pareil, tout va bien. Et enfin, Claude est un petit peu meilleur. Il arrive à détecter qu'il y a un problème quand même sur la deuxième. Mais on restait assez déçus
Et personnellement, moi, sur cette thématique des images, sur la pertinence, sur le fait de comprendre, prendre du contexte, etc., j'en attendais beaucoup des agents IA et j'ai été assez déçu. Bon, pour être tout à fait transparent, on a fait aussi d'autres tests sur les images où ils s'en sortaient un petit peu mieux, mais ça montre bien quand même que c'est loin d'être infaillible et qu'on ne peut pas leur faire confiance à 100% sur tous les critères. On a continué nos tests avec une thématique autour des contenus en mouvement. Vous avez peut-être l'habitude de voir sur des sites de e-commerce des carousels, donc ces éléments sur les pages d'accueil qui vont nous faire défiler les derniers produits, les promotions du moment, etc. Et en soi, ce n'est pas un problème en accessibilité d'avoir des contenus en mouvement, mais il y a deux conditions. C'est soit il faut que ça s'arrête assez rapidement, soit il faut que l'utilisateur puisse le contrôler, c'est-à-dire, par exemple, mettre un petit bouton pause pour qu'il puisse mettre en pause le mouvement. Ça permet notamment aux gens qui ont des troubles de l'attention ou qui sont sensibles, il y a des gens chez qui ça déclenche des nausées, ce genre de choses, donc qu'on puisse l'arrêter. Dans le cas de test qu'on avait ici, on ne pouvait pas arrêter ce mouvement, c'était donc non conforme selon le RG2A. Et là, on a eu la bonne surprise de voir que nos agents s'en sortaient très bien sur ce type de critères. Et je me serais attendu personnellement à ce qu'ils n'y arrivent pas, donc une bonne surprise. Et on a continué évidemment nos tests sur pas mal de critères en essayant de les prendre représentatifs du RG2A. Alors rassurez-vous, on ne va pas tous vous les présenter. On vous présente le résultat de nos tests comparatifs selon les IAN. On a choisi des critères de façon à piocher un peu partout dans le RG2A. On les a testés dans différents contextes. Et le résultat, c'est que oui, prompter par critère, ça donne des meilleurs résultats. Il y a moins de réponses en erreur. Meilleurs, c'est-à-dire qu'ils sont corrects 2 fois sur 3. Alors, retenez pas ce chiffre pour acquis, c'est 2 fois sur 3 en moyenne sur nos tests. Il faudrait généraliser et le faire de façon beaucoup plus massive pour avoir un indice plus fiable. Mais 2 fois sur 3, ça veut dire qu'une fois sur 3, ils se trompent. Donc, il faut relire. Et on ne sait pas en voyant le résultat si c'est vrai ou faux, donc il faut tout relire, en fait. Ce qu'on en retire de cette nouvelle série de tests, c'est qu'il y a quand même un vrai potentiel pour tester l'accessibilité avec l'IA, notamment l'ouverture de la possibilité des interactions navigateurs via MCP nous permet de dérouler beaucoup plus de critères du RG2A. Et personnellement, j'ai été assez bluffé par certains critères, certains pièges qu'on lui a tendus où je m'attendais à ce que l'IA tombe dedans et où les non-conformités ont été correctement relevées. Donc honnêtement, assez impressionné sur certains cas. Pour autant, ce n'est pas totalement fiable, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser pour un audit complet, mais on peut se dire que ça nous permettrait de détecter, avant d'arriver jusqu'à l'étape de l'audit longue et coûteuse, de détecter des erreurs avant. On conseille quand même d'avoir une certaine expertise RG2A si vous voulez expérimenter, d'avoir quelqu'un qui connaît le référentiel, qui est capable de le dérouler, etc., pour pouvoir démêler le vrai du faux sur les erreurs qui ont été rencontrées ou non. Et ça reste assez coûteux en temps et en token, parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où on faisait nos tests, on envoyait notre prompt et on avait la réponse sur l'évaluation du critère, il se passait souvent entre 1 minute 30 à 2 minutes. Donc si vous multipliez ça par 106 critères fois le nombre de pages que vous allez tester, ça prend tout de suite un temps assez conséquent. Et ce n'est pas quelque chose qu'on imagine intégrer dans une CI qui va être déclenchée à chaque commit d'un développeur ou d'une développeuse, parce qu'on n'a pas envie d'avoir une CI qui prend des heures. Et c'est coûteux aussi en token, parce qu'on l'a un petit peu vu, celui qui nous a donné les meilleurs résultats, c'était Claude Opus 4.6. Et si vous connaissez un petit peu les modèles de Claude, vous savez que Opus 4.6, c'est le plus gourmand en token, le plus performant, mais le plus gourmand en token, et ça va assez vite. On avait une 50aine de tests, j'ai dû les étaler sur plusieurs jours, parce qu'à chaque fois j'atteignais les quotas, alors pas le quota du mois, mais le quota de la journée. Et je pense que si j'avais dû dérouler un audit complet sur un site, j'aurais utilisé le quota du mois de mon abonnement pro, donc aux alentours de 20 € par mois. Donc tout ça nous fait dire quand même il y a un potentiel, mais on vous invite, avant de foncer sur ce type de technologie, à vous poser la question du rapport bénéfice versus effort. D'autant que si vous commencez à vous intéresser à l'accessibilité numérique et à le mettre en place, il y a peut-être d'autres étapes qui vont avoir un meilleur rapport bénéfice-effort justement à mettre en place avant. Pour conclure,
Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA pour vérifier l'accessibilité numérique? On l'a vu, pour auditer, non, d'aucune façon. Résister à cette tentation. L'IA ne permet pas de faire un audit fiable, que ce soit avec un outil, que ce soit en promptant. D'ailleurs, il n'y a pas d'outil qui permet de faire un audit fiable. Et l'audit RG2A Expert reste la seule façon pour mesurer la conformité telle que légalement attendue à l'heure actuelle. Mais ça peut nous aider à tester, mais foncez pas dessus, pas aveuglément. Parce que, on le rappelle, il n'y a pas de solution prête à l'emploi pour nous aider à tester. Ça donne des résultats panachés avec du vrai, du faux, donc ça nécessite une relecture unitaire de chaque réponse. On ne va pas le faire non plus, on vient de le voir, il y a besoin d'un regard expert pour réaliser ces tests avec intelligence artificielle. Et puis, ça reste coûteux en temps et en token. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en 15 secondes? Parce que c'était quand même un peu le titre, le pitch de notre talk. Alors, auditer avec l'IA, vraisemblablement non, mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place assez facilement, notamment les tests automatiques, on va dire historiques. Alors certes, qui ne vont pas couvrir tous les critères du RG2A, mais qui sont fiables et rapides à mettre en place. Et une deuxième réponse, ça peut être de tester la navigation au clavier. On l'a vu, c'est facile et ça permet déjà de détecter un certain nombre de problèmes. Donc ça donne 2 pistes de choses activables assez rapidement et que vous pouvez mettre en place. En résumé, pour repartir avec quelque chose de facile à mettre en place dès maintenant, l'audit RG2A, ce n'est pas la porte d'entrée d'une démarche en accessibilité. C'est l'aboutissement d'une démarche. Donc gardez-le pour la fin. En premier, mettez en place des tests automatisés. C'est rapide, en 15 secondes. Complété par une inspection manuelle. Alors on a vu la navigation clavier, mais il y a une dizaine de gestes comme ça qui peuvent être faits assez rapidement. Quand on a l'habitude, ça prend 10 minutes. Donc de façon très rapide, on écope déjà une bonne partie des problèmes d'accessibilité. Et je vais insister sur les tests automatisés parce que ça constitue un prérequis à la réussite des tests qui succèdent. Les tests manuels sont d'autant plus pertinents et intéressants qu'on a bien écrémé d'abord tout ce qui est détectable automatiquement. Et si on devait situer l'IA sur ce processus de test, ce serait plutôt à cet endroit-là, peu avant l'audit, soit pour le préparer en forme de pré-audit, pour assister l'auditeur, puisqu'on a vu qu'il fallait un regard expert. Ça pourrait être aussi intéressant pour industrialiser à l'échelle d'un parc de sites, pour prompter des tests récurrents sur un ensemble de sites, en faisant attention au rapport bénéfice-effort. Et j'insiste sur le prérequis que constituent les tests automatisés. On s'est rendu compte que les tester avec IA, que ce soit en prompt, fonctionnait d'autant mieux que ça s'appuyait sur des interfaces qui avaient été préalablement testées de façon automatisée, dont on avait épuré les problèmes plus techniques d'accessibilité.